Coronavirus, chaos ou opportunité, c'est ce que nous allons découvrir ensemble sur la chaîne de l'Académie du Sacré. Je suis Audrey et aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer Philippe Bobola, qui est physicien théoricien en mécanique quantique, mais qui est également anthropologue, biologiste et psychanalyste. Il ne fallait pas moins d'un personnage de cette envergure pour analyser cette crise du coronavirus et de toutes ses implications à différents niveaux, que ce soit bien évidemment au niveau social, au niveau économique, au niveau spirituel, mais également au niveau quantique. Donc, j'espère que cette interview va piquer votre curiosité, car nous allons aborder cette crise sous différents angles. Et nous avons également, Philippe a également une solution originale et audacieuse à nous présenter afin d'actualiser les meilleurs futurs potentiels pour notre humanité. Parce que là, avec cette crise, tout est incertain. Donc, nous nageons en plein dans la physique quantique, c'est-à-dire vraiment dans le monde des probabilités. Et nous allons découvrir ensemble qu'est-ce que nous pouvons faire de cette crise, où est-ce qu'elle peut nous mener et comment faire en sorte d'actualiser ces meilleurs futurs potentiels, en fait, vers ce monde d'harmonie, de joie, d'amour, que tout le monde appelle de ses voeux et qu'il ne tient qu'à nous de réaliser. Alors voilà, mon parcours est pluridisciplinaire. J'ai commencé par faire de la physique théorique, donc ça m'a permis d'avoir de la rigueur, de savoir manier les équations, mais je me suis vite rendu compte que quand on passait au domaine du vivant, ça marchait pas, donc il fallait avoir une autre dimension. Ce sont des systèmes complexes, donc je suis devenu biologiste. Et puis je me suis rendu compte, d'ailleurs on le voit au moment de cette crise du coronavirus, il y a vraiment une anthropologie des cultures et de la pensée. Un anglo-saxon ne va pas considérer le coronavirus au niveau de sa gestion de la même façon. Et on voit bien qu'il y a une façon française de gérer ou de mal gérer cette crise qui n'est pas forcément la même dans d'autres pays. Donc je suis devenu anthropologue, entre autres, pour comprendre la dimension rationnelle pour certains ou irrationnelle selon d'autres cultures que nous avons, nous, occidentaux. Et puis, je me suis rendu compte aussi qu'un individu, c'est aussi de la psychologie, voire de la psychanalyse ou de la psychiatrie. Donc, j'ai essayé de voir les choses à la fois comprendre les forces naturelles qui entraînent des lois, comprendre les lois du vivant, comprendre les cultures et comprendre un individu. Donc, ça me paraît un peu ambitieux. Mais on va essayer de prendre ces différentes focales pour essayer d'analyser la crise du coronavirus. Alors, ce coronavirus nous entraîne vers, premièrement, un confinement assez sévère en France. Personne ne sait combien de temps on va rester confiné. En tous les cas, il n'y a pas de masque FFP2, il n'y a pas de tests en grand nombre. On a une polémique sur un traitement, celui de Didier Raoult. Et moi, j'ai envie de dire que cette stratégie du confinement a aussi des effets secondaires. Donc, on passe par des étapes dans un confinement. Au départ, on essaye de faire ce qu'on n'avait pas pu faire avant. Donc, on y voit l'opportunité. Certains y voient des vacances même. Donc, il y en a qui vont faire des rangements, d'autres qui vont rattraper le retard dans leur mail, etc. Puis dans une deuxième étape, on commence à sentir le temps long. Quand on a tout rangé sa maison, on ne sait plus trop quoi faire. Puis après, il y a des émotions qui montent, et puis il peut y avoir jusqu'à un degré d'intolérabilité de rester comme ça confiné. Donc le problème du confinement, c'est quand on va en sortir, il y aura probablement une crise économique sans précédent. Et les gens le sentent bien. Donc, dans cette crise, il y a beaucoup d'émotions. Et je crois qu'il faut être honnête envers ces émotions. Il y a des émotions de peur, il y a des émotions de colère aussi vis-à-vis de cette situation qui, pour certains, a été mal gérée. Il y a la dépression, de l'anxiété, de l'angoisse, du stress. Voilà. Il est probable que certains vont aller jusqu'à des suicides. Et c'est ce qu'on voit dans les grands confinements imposés. Donc tout ça nous amène à devoir gérer cette deuxième phase, qui est la phase de sortie. Donc je voudrais un petit peu revenir sur l'histoire du temps, puisque finalement, nous, on voit les événements au présent et on fait une sorte de projection linéaire. Et souvent, quand on fait ce genre de prospective, on se plante.
on se plante à moyen ou à long terme. Alors depuis quelques années, la physique théorique est en train de changer notre regard sur le temps. Donc on a tous en tête l'idée qu'un temps, c'est une ligne avec une flèche au bout. C'est quelque chose qui s'écoule à vitesse régulière, où le présent devient immédiatement passé. Il y a une espèce de moteur vers le futur. Alors on impose un temps unidirectionnel, irréversible. Ce que les physiciens commencent à comprendre, c'est qu'il n'y a pas un temps, mais plusieurs temps. Et on va simplifier, on va dire, on peut envisager très bien qu'il y ait notre présent et une autre temporalité. À ce moment-là, au lieu d'avoir un temps unique, on aurait notre présent et cette autre temporalité qui serait en quelque sorte porteuse de potentialité. Alors les anciennes civilisations connaissaient ça. Ils avaient compris que le futur précède le présent, le futur potentiel, et qu'une vie bien réussie consistait à cibler le futur qui nous convenait le mieux, à la fois individuellement et collectivement. Alors moi, j'ai développé une théorie qui s'appelle la théorie du pointillisme du temps, qu'on pourrait résumer en disant, nous avons la possibilité simultanément, chaque individu, chaque objet inerte ou vivant, à être simultanément dans notre présent et dans cette autre temporalité. Donc, nous avons en quelque sorte un dédoublement, nous sommes chacun ici-bas, mais il y a une partie de nous qui se trouve dans un autre temps. Et cette autre partie qui se trouve dans un autre temps, on va l'appeler notre double. Alors les anciennes civilisations connaissaient ça, par exemple dans l'Égypte antique, on appelait cette autre partie de nous-mêmes le cas. Le cas, c'était la puissance maximale d'un individu qui lui permettait d'aller sélectionner la potentialité la meilleure pour lui et pour la collectivité. Et celui qui maniait le mieux son cas, c'était le pharaon. C'était lui qui était destiné de faire passer à son peuple Haute et Basse Égypte les 12 portes de l'éternité. Alors si on lit le livre des morts égyptiens, on résume bien cette loi en disant le début de la vie fut l'acte de dédoublement de l'unité primordiale en deux principes opposés et équilibrés, l'un par rapport à l'autre, qui engendre une nouvelle forme de vie. Donc au départ, il y a une unité avant l'incarnation qui va se séparer en deux parties opposées du fait de leur temporalité, mais complémentaires, et que chaque Égyptien savait que son cas était là pour lui offrir le meilleur, et que si effectivement on était guidé par une autorité spirituelle, par quelqu'un comme un pharaon qui était capable d'avoir un cas puissant, eh bien on le suivait pour avoir la meilleure des potentialités pour l'avenir. Alors les Grecs connaissaient aussi cette loi, voilà, on la retrouve dans le Timée de Platon, où il nous dit entre l'être indivisible et qui reste toujours le même, pour Platon le principe créateur, qui ne se divise pas, et l'être divisible qui devient dans les corps, c'est-à-dire dans nos corps énergétiques, il y a des possibilités d'échange avec nos doubles, il forma par un mélange des deux premiers une troisième sorte d'être. Et la troisième sorte d'être, c'est nous. C'est-à-dire, nous avons ici une dimension et dans cette autre temporalité, une autre dimension. Alors, quel est l'avantage de ça? Notre vie pourrait être très simple. C'est-à-dire, ici, on a des problèmes. Il faut les répertorier, donner l'information à notre double et lui, il va choisir, compte tenu des informations qu'on lui donne, la meilleure des potentialités. Et nous, notre rôle, c'est de les actualiser. Alors, notre double, qui est lié à une autre temporalité, est beaucoup plus proche de ce qu'on pourrait appeler le principe créateur pour ceux qui ont une dimension spirituelle. Il y en a qui pourront parler de Dieu. On peut parler d'une banque de données informationnelles. En tous les cas, notre double, quand il agit, il a toujours la protection du passé. Il essaye, compte tenu de ce passé, de nous sélectionner la meilleure des potentialités. Alors, comment contacter son double? On est en lien tout le temps avec lui. Il y a des moments plus privilégiés qui nous permettent de communiquer avec lui. La méditation en est un, le sommeil en est un autre. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut évacuer tout ce qui pourrait être des émotions basses. La peur, la colère, l'anxiété, le stress. D'une certaine façon, la volonté, voilà, quand on veut quelque chose, peut-être que dans notre temps, on a raison de penser que c'est la meilleure des solutions, mais qui est certain qu'à moyen et long terme, ce sera la meilleure des solutions. Donc,
On pourrait dire que le passé, lui, est assez libertaire. Donc, si on utilise ce tandem, en étant certain que notre double a la puissance d'une étoile, en étant également animé d'une émotion de certitude, de bienveillance, de joie, voire d'amour, eh bien, notre double, on pourra lui transmettre nos problèmes et lui sélectionnera, à partir de ces informations, la meilleure des potentialités. Donc, ça commence à passer. On sait que les potentialités peuvent avoir des bifurcations. Donc, à un moment donné, une voie qui est intéressante à un moment donné peut être l'opportunité de prendre d'autres directions, d'autres virages, d'autres aiguillages. On n'en sait rien. Donc, par rapport aux autres méditations où on est vraiment dans la lutte, le combat, etc., là, on n'est pas du tout dans le combat. On est comme un petit enfant. On donne à notre double nos problèmes. Chacun pointera dans son temps ses problèmes. Il les confie à son double avec cet état intérieur de bienveillance, de certitude et de joie. Et à ce moment-là, on laisse le double sélectionner. Et nous, notre rôle, c'est d'actualiser. Et c'était connu autrefois où on savait qu'au bout de 40 jours, on avait la meilleure des réponses. Et donc, cette crise, c'est assez intéressant de la voir soit comme une quarantaine imposée avec son lot d'émotions, de colère, de peur, de stress, ou alors c'est les 40 jours du désert du Christ qui, à un moment donné, s'est isolé, a été à l'intérieur de lui-même et il a essayé de trouver les ressources pour rebondir. Et c'est un petit peu ce qui nous est proposé, c'est-à-dire c'est un reset total de nos habitudes, où il y a des gens qui n'avaient pas l'habitude d'être à la maison. C'est pas des vacances, parce que dans les vacances, on peut sortir. C'est vraiment une invitation à rentrer à l'intérieur de soi. Et pourquoi ne pas utiliser notre double? Donc, par rapport à des méditations où on a peur, on dit « je ne veux pas », je lutte contre. Là, on lutte contre rien. On a simplement à être humble, comme un petit enfant, donner à notre double le paquet de nos problèmes et à lui de jouer. Alors évidemment, tous nos doubles individuellement vont faire un travail et sélectionner une potentialité peut-être inattendue qui nous permettra d'avoir le meilleur dans cette crise. Et il faut vraiment avoir la certitude et la confiance chevillée au corps que notre double est à même plus que nous de pouvoir sélectionner cette potentialité la meilleure, dont j'ignore même la nature. J'ai, moi, des tendances à dire que la meilleure potentialité, ça serait ça ou ça, mais je n'en sais rien. Donc, en fait, le double, c'est pas le supermarché Carrefour, quoi. On n'est pas... Non, c'est pas on lui passe pas une commande, je voudrais de l'hydroxychloroquine, je voudrais ci, je voudrais ça. Voilà. Alors, j'ai cité le livre des morts égyptiens. Platon disait le Créateur a créé autant d'âmes que d'étoiles, et celui qui vit bien le temps qui lui est accordé retournera vers le séjour de son étoile conjointe. Ça veut dire que nous avons une autre partie de nous qui a la puissance d'une étoile. Et donc, avec un petit groupe, on va former une galaxie. Chacun ayant la puissance d'une étoile, tout le monde sait qu'une galaxie, c'est un ensemble d'étoiles. Et à partir de là, notre travail vraiment quotidien, c'est vraiment de s'assurer qu'au moment de la méditation, on est vraiment dans une certitude, une bienveillance, une joie pour ceux qui peuvent, l'amour. Mais voilà, notre rôle aussi, c'est de repérer ici ce qui nous embête, quoi. Faut pas tricher, faut pas être dans une espèce tout va bien, je suis dans la joie, je suis dans l'amour. C'est pour ça que il faut vraiment vivre ses émotions pour s'en libérer, vivre la chose telle qu'elle est. C'est d'une certaine façon la voir disparaître. Je vois beaucoup de gens qui ont peur et il n'y a aucune critique de ma part. Voilà, comment devant ces circonstances ne pas ressentir de stress, de la peur, de la colère, etc. Mais il faut vraiment les expurger, ces émotions, quoi. Il ne faut pas les enfermer, sinon, effectivement, on va être confiné. Le confinement, ça va faire comme le canard confiné, quoi, et ça va exploser à un moment donné. Et qu'est-ce que vous conseilleriez justement pour les vivre, ces émotions? Tout simplement être honnête envers soi-même et puis vivre vraiment sa peur, si on en a, de façon à la laisser s'exprimer et disparaître. Après, il y a des tas de techniques qui permettent comme ça, mais tout simplement, à un moment donné, de la reconnaître
de la laisser s'exprimer. Et à un moment donné, avant la méditation, bah vous vous libérez et vous faites votre méditation. Comme ça, voilà, on sait, ça c'est les travaux des neurosciences, que l'émotion précède la pensée. Donc si vous avez une émotion de peur, vous aurez des pensées de peur. Et vous allez attirer des futurs potentiels de peur. Comme en homéopathie, le même attire le même. De même, si vous avez des émotions de colère, vous allez attirer des futurs potentiels de colère. Donc, évidemment, si vous attirez un futur potentiel de colère alors que vous voulez libérer, entre guillemets, ou harmoniser la Terre, bah, c'est que vous allez attirer l'inverse. Sinon, il n'y a aucune raison. Et donc, c'est connu. Il y a des gens qui avaient fait des études et s'étaient rendu compte que quand, dans un endroit, c'était le cas de Métis-Gorgé, il apparaît une vision de la Vierge, une apparition mariale, bah, les gens prient parce que généralement, c'est le signe que le bras de Dieu va s'abattre pour X ou X raison, où la région n'a pas été assez équilibrée d'un point de vue spirituel. Et généralement, il y a des catastrophes qui arrivent. Donc, voilà, faut faire attention parce que nos émotions sont des connecteurs. Donc, la meilleure façon de connecter notre double, c'est des émotions qui sont plutôt hautes. Alors, chacun doit être honnête. Hein, tout le monde ne peut pas être dans l'amour. On peut être dans la joie, peut-être pas, ou la bienveillance, ou la certitude. Et donc, pas de raison de se dévaloriser, parce que quand on voit certaines méditations, on a l'impression que chacun est un anneau spiritualiste et qu'on est des petits moutons qui devront s'agréger parce qu'on est isolés et on sera plus fort ensemble. Moi, je dis non, on a la puissance d'une étoile, mais on doit former une galaxie. Et donc, il y a des tas de travaux qui montrent... alors, si on prend quelques exemples dans la physique, quand vous avez de l'eau, vous allez refroidir progressivement cette eau liquide. Et avant que tout devienne glace, il apparaît des petits domaines qu'on appelle des centres de nucléation où vous avez un petit peu de glace parmi une majorité de liquide. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès que des petits clusters de glace apparaissent, il y a une autre loi très intéressante qu'on appelle la coopérativité. C'est-à-dire que un centre va accélérer l'apparition d'autres centres, et plus il y aura de petits centres, plus ça va accélérer l'apparition de moyens centres, et puis à un moment donné, tous les moyens centres vont accélérer collectivement la transformation de l'eau liquide en état solide. On appelle ça une transition de phase. Et c'est la même chose quand vous mettez de l'eau sur du feu ou une plaque chauffante, ben vous allez avoir dans de l'eau qui commence à bouillir des bulles de gaz qui vont fusionner pour donner des moyennes bulles. Et à un moment donné, le phénomène s'accélère, les bulles moyennes deviennent plus grosses, et puis à un moment donné, l'eau passe à l'état de vapeur. Donc on appelle ça une transition de phase. Donc je pense que plus on aura des centres de nucléation spirituelle qui utilisent chacun individuellement notre double, plus on va avoir un phénomène de coopérativité. Et on est ouvert au tout possible, donc il n'y a pas besoin d'être guidé, il n'y a pas besoin d'être contre. Ici, on a des problèmes, on ne sait pas les résoudre. Notre double choisit la meilleure des potentialités. Et donc, c'est vraiment un exercice pour ciseler ses émotions et ses pensées, puisque effectivement, ces 40 jours sont pour certains l'opportunité de se gaver d'informations. Et ce qu'on voit actuellement, c'est une dissonance cognitive généralisée où les gens disent blanc, les autres disent noir, et les gens ont du mal à s'y retrouver, donc ça crée du trouble. C'est le propre de la dissonance cognitive, et les gens ne savent pas trop où aller, quoi. Alors, petite question. Alors déjà, effectivement, tout le monde ressent de la peur par rapport à certaines choses. Mais est-ce que c'est bien de faire l'état de ces peurs avant de commencer une méditation? Je sais pas, parce que si on va se poser à une méditation, on n'est pas obligé d'aller contacter. Bon, alors j'ai quoi? J'ai quelle frustration? J'ai quelle peur? On peut juste essayer de favoriser un état d'amour directement, un état de joie, un état de haute vibration. Je dis, j'ai manqué de précision. Je dis pas avant la méditation. Je dis que dans la journée, voilà, il faut vraiment à un moment donné faire une introspection de ses peurs. C'est tout ce que je dis. C'est pas obligé de le faire avant. Si les gens ont cette capacité d'être dans l'émotion, mais n'oublions pas, c'est quand même un des héritages du freudisme. Nous avons quand même de l'inconscient. Donc voilà, il faut vraiment être mis à nu. L'apocalypse, peut-être que nous vivons, ça vient du grec ancien, apocalypsis, ça veut dire révéler ce qui est caché.
Donc, à l'intérieur de nous, il y a des choses qui se révèlent en période de confinement. Il y a des choses qui se révèlent dans la société. Il y a une espèce de mouvement général où ce qui était caché refait surface. Ce que je dis, c'est que ces méditations ont pour but vraiment de donner le plus humblement et avec la pureté la plus grande, émotionnellement parlant, les, 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 les choses qui nous embêtent ici, individuellement, collectivement, et faire en sorte que notre double les sélectionne. D'accord. Alors justement, pour chaque personne qui nous regarde, quelle est la recette pratico-pratique? C'est-à-dire, est-ce que les personnes doivent faire l'éventail de leurs problèmes personnels, ou là, on en était à une problématique qui est collective, ou alors de faire les deux, tout en sachant que l'intérieur crée l'extérieur, de toute façon? Les deux, à la limite, on a tous cette pandémie à résoudre, et puis on a tous des problèmes personnels. Donc chacun vivra le confinement à sa façon. Donc c'est sûr que si vous êtes dans un 40 mètres carrés avec des grosses tensions entre votre compagne et vos enfants, et voilà, vous êtes énervé, il faut prendre conscience aussi de ça, parce que c'est pas la minute de méditation qui va effacer tout ça. Donc peut-être il y a à demander à notre double le maximum de confort individuellement pour être disponible. C'est ce que j'appelle l'égoïsme altruiste. C'est-à-dire en étant le mieux possible, déjà, on va mieux rayonner. Et à ce moment-là, on débouche sur un altruisme. C'est évident pour moi qu'on a tous un problème collectif qui est cette pandémie, vécue différemment en fonction des différents pays. Combien de temps elle va durer, qu'est-ce que ça va entraîner, etc. Ça, je pense que honnêtement, tout le monde est soucieux de ça. Après, effectivement, on a des problèmes qui viennent s'ajouter là-dessus, individuellement, en fonction de la surface qui nous est offerte, le degré de dureté du confinement, les difficultés peut-être financières qui vont commencer à apparaître, les profils psychologiques, les gens qui sont claustrophobes ont du mal à suivre cette claustration. Vous avez des gens, qui ont aussi une espèce d'irritabilité parce que voilà, ils sont confrontés 24 heures sur 24 pour certains, moins le temps de sortie avec leur compagne ou leur femme, et effectivement, il y a une confrontation assez difficile. Hein. C'est des choses qu'on connaissait puisque l'Agence spatiale européenne avec qui j'avais collaboré avait montré que les cosmonautes qui étaient dans un espace de confinement, il y avait une très grande irritabilité, hein, il y avait des énervements, voire même des affrontements. Faut pas, voilà, et on appelle ça le mal de l'espace. Donc dans le mal de l'espace, il y avait la microgravité, le confinement, les personnalités et tout ce qui est inhérent à une claustration forcée. Okay. Et dans la façon de le réaliser, donc comment est-ce que l'on contacte son double? Quel genre de liste on prépare? De quelle façon on lui transmet? Comment est-ce qu'on sait qu'on a une réponse? Et comment est-ce qu'on l'actualise dans le présent? Alors, c'est tout simple. Hein, vous regardez votre vie, puis alors certains feront peut-être une liste. Chacun pourra faire l'introspection de ses problèmes. Et au moment de la méditation, faut bien vérifier que vous êtes dans un état émotionnel tel que celui que j'ai précisé, c'est-à-dire la certitude que notre double, c'est-à-dire nous, on n'a pas à se dévaloriser à la puissance d'une étoile, être dans un état de bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de nos concitoyens, voire de nos congénères qui partagent avec nous un espace. Et puis, à ce moment-là, comme un petit enfant, vous donnez à votre double ses problèmes et vous laissez le double agir. Après, vous aurez des choses qui vont arriver, en particulier par le sommeil et le rêve, qui vont s'inscrire en vous. Et donc, il y a une mécanique qui va se mettre en place. Et c'est un exercice assez intéressant parce que beaucoup se réclament de la physique quantique, mais par définition, la crise que nous vivons nous plonge dans un monde quantique. Le monde quantique, sa caractéristique, c'est un monde probabiliste, incertain. Certains disent aléatoire, stochastique. Là, personne ne sait. Pour la première fois, on ne peut pas contrôler sa vie. Personne ne sait en France combien de temps va durer le confinement, si on va en sortir. Personne ne sait l'intensité avec laquelle cette pandémie va progresser. Personne. On est vraiment dans un monde aléatoire. Et donc, c'est un exercice pour apprendre à lâcher prise. Lâcher prise. Donc, ne vous inquiétez pas, cherchez pas des signes outre que votre rôle à vous, c'est vraiment, je pose mes problèmes et je laisse mon double agir.
Après, pendant le sommeil, il y a des informations qui vont s'imprimer en moi et qui agiront. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire et c'est un vrai lâcher-prise qui n'en est pas vraiment un, si on réfléchit, parce qu'on donne à notre double, il faut savoir confier et faut savoir déléguer en quelque sorte. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'on pourra aider un retour à l'équilibre. Quelle solution sera apportée, je l'ignore. Quelle voie sera plus porteuse que d'autres, je l'ignore. En tous les cas, on pourrait dire comme Jean Cocteau, ces mystères nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. Et donc, à notre échelle, nous allons utiliser notre double pour feindre d'être les organisateurs des solutions les meilleures à porter. Mais c'est notre double qui va les sélectionner et nous, notre rôle, c'est de les actualiser. Et donc, en ce sens, il y a une protection de notre double. Il y a une protection de notre double d'aller chercher la meilleure des solutions. Parce qu'il a cette espèce de possibilité d'aller voir dans le futur les conséquences de telle ou telle situation. Vous voyez, par exemple, si on veut regarder concrètement, bon, en l'état actuel, moi, je pense que le traitement de Didier Raoult est une des meilleures des solutions. Mais peut-être que Didier Raoult sera une étape. Peut-être que ça va rassurer les gens. Peut-être qu'on va passer à autre chose et qu'il aura joué sa pierre à l'édifice. Et que peut-être on va se rendre compte que cette pandémie, c'est pas plus dramatique qu'une grippe. J'en sais rien. C'est une possibilité parmi d'autres. Le spectre des possibles est multiple et variable. Et donc, personne ne peut avoir la prescience pour dire ça sera la meilleure. Et donc, c'est vraiment nos doubles qui vont agir. Et notre rôle, justement, c'est comme un petit enfant, de savoir faire reddition, quoi. Et voilà, un genou à terre, on demande à notre double, à partir des informations qu'on lui donne, de trouver la meilleure des solutions. Ouais. Alors ça, j'imagine qu'on parle en jeu aussi en ce qui nous concerne. On ne demande pas au double comment faire pour que ma femme soit plus sympa avec moi. Ça doit toujours parler de soi-même. Comment faire pour que j'ai de meilleures relations avec ma femme, par exemple, ou pour être honnête avec moi-même, pour moi-même devenir ce que j'ai envie de voir dans le monde, ce genre de choses, non? Oui, bien sûr. C'est vraiment vous. Voilà, vos problèmes. Après, peut-être vous allez changer et supporter votre femme. Si vous reprenez cet exemple, c'est peut-être pas ma femme qui va changer. C'est-à-dire de ne pas essayer d'aller régenter le monde en disant comment faire pour que le truc il soit mieux ou que, enfin, voilà. On parle bien que ça vient de soi. On peut demander un futur présent, on se perd un peu, pour l'humanité. Le meilleur possible. Mais après, en dehors de ça, vous vous occupez de vos fesses, uniquement de vos fesses. Oui, c'est ce que j'appelle un égoïsme altruiste, c'est-à-dire votre, entre guillemets, quête, c'est d'aller mieux. Donc, votre double est là pour vous permettre de vivre le meilleur. Et puis, le meilleur individuellement, en famille, en collectivité, et puis à l'échelle internationale. Et donc, à ce moment-là, c'est vous qui allez participer à cet équilibre. Alors, c'est quand même important parce que on sait, ça c'est tous les travaux des années 60, en particulier en France, Henri Laborie, qu'un cerveau, c'est fait pour agir. Donc, l'action, ça peut être soit la fuite, soit la lutte. Or, ni la fuite ni la lutte sont la solution. Fuir où? De toute façon, on est en pandémie. Et agresser qui? Vous n'avez pas agressé un ennemi qui fait de l'ordre d'une centaine de nanomètres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, évidemment, à ce moment-là, il y a des fuites dans l'imaginaire, puisque l'être humain, contrairement aux animaux qui ont ce choix binaire, il peut fuir dans des idéologies, dans des névroses, dans des psychoses, dans des délires. Et donc, là, avec notre double, on a une action. On se sent moins seul. On sait qu'on participe à l'équilibre collectivement. Et surtout, notre rôle, c'est vraiment d'aller mieux. Et en allant mieux, on participe à l'équilibre collectif. J'insiste bien parce que c'est ce que j'appelle un égoïsme altruiste, ce qui paraît un peu contradictoire. Ça porte un nom dans la langue française, un oxymoron. Comment je peux prétendre être altruiste si je suis égoïste? Non. Notre rôle, c'est d'aller mieux. Et en étant mieux, on va mieux rayonner, on aura moins d'émotions dans la journée d'irritabilité, qui est un des signes de la claustration d'ailleurs. Tout prend des proportions qui montent en puissance. Les chaussons mal rangés qui, à un moment donné, n'auraient pas donné lieu à une engueulade, vont donner une engueulade, quoi. Donc vraiment, votre rôle, c'est vraiment de permettre à votre double de vous donner la potentialité la meilleure à vous,
et en ayant une potentialité meilleure, vous participez à l'équilibre de la planète. Bien entendu, on est tous dans le même bateau et cette pandémie touche tout le monde. Elle est pratiquement à l'échelle mondiale maintenant. Rares sont les pays qui échappent. Et à ce moment-là, on a la possibilité, si le futur précède évidemment le présent, d'aller choisir le meilleur des futurs, qui va faire en sorte qu'il y ait un moindre mal vis-à-vis de cette pandémie, qui peut être un stop-arrêt fantastique pour tout formater et repartir à zéro. Il y a tout à reconstruire, que ce soit la pédagogie, que ce soit l'économie, que ce soit le respect de l'environnement, de la nature, le respect des autres civilisations, tout est possible. Mais vous voyez bien aussi, dans un monde de dualité, on peut aussi sombrer dans le totalitarisme le plus effroyable où on aura tout contrôlé et on sera un élément et un sujet contrôlé. Ça, c'est la première chose. Alors, il y a un proverbe sur une tablette sumérienne trouvée il y a 5000 ans, Sumer, c'est à peu près 5000 ans, c'est dans l'actuel Irak à peu près, qui dit la chose suivante: ce n'est pas parce que deux nuages se rencontrent qu'il va pleuvoir, mais plutôt il va pleuvoir, donc deux nuages se rencontrent. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Nous, on a l'impression que les températures qui vont régir les mouvements des masses atmosphériques amènent des nuages chauds et froids à se rencontrer et ça entraîne la pluie. Il y a beaucoup de peuples où il y a des faiseurs de pluie, on considère qu'il y a une potentialité pluie, et si on actualise cette potentialité pluie, les nuages, du fait de cette potentialité, se réunissent et pleuvent, et amènent la pluie, pardon. Donc, voilà, ce n'est pas parce que des nuages se rencontrent qu'il va pleuvoir, mais plutôt il va pleuvoir, donc des nuages se rencontrent. Ce n'est pas parce que je n'ai pas les solutions pour résoudre cette pandémie qu'elle ne va pas se résoudre, elle va se résoudre, donc les solutions vont arriver. Vous voyez, c'est une inversion de la cause et l'effet. Il y a une espèce d'inversion à faire. C'est pour ça que je dis presque le futur est la mémoire du présent. Donc, il y a vraiment aussi quelque chose que je trouve qu'il est important de souligner, c'est que là, par exemple, vous parlez de résoudre cette pandémie, mais il est vrai que pour beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas pressées qu'elle se résolve, en fait. Pour beaucoup de personnes, c'est la Terre qui s'est fâchée gentiment contre ses enfants et qui leur a dit tous dans votre chambre, vous êtes punis, réfléchissez à ce que vous faites. Et à partir de là, certaines personnes estiment que ce temps est nécessaire, qu'il est important de ne pas le régler trop vite, cette histoire de pandémie, parce que c'est justement un temps nécessaire pour un reset de notre façon de faire, de notre façon de penser, d'agir et de vivre. Et alors là, effectivement, qu'est-ce que vous pourrez en dire de ça? La résolution de la pandémie, c'est peut-être qu'elle se résolve à vitesse petit v, donc ça n'enlève rien à cette thèse. Comme je vous ai dit, il y a plein de causes possibles. J'en ai cité quelques-unes, les causes religieuses, les effondristes, les collapsologues, les représentants de la dipicologie qui voient, pour certains, un petit peu en colère la vengeance de Gaïa, pour d'autres qui disent c'est une des lois de la physique classique, action-réaction, on a été trop loin dans la dérégulation, donc la Terre réagit. Et comme une homéostasie, voilà, on peut voir cette crise comme une sorte d'homéostasie. Voilà, moi je vois qu'il n'y a pas d'incompatibilité parce que résolution, ça ne veut pas dire qu'on va en sortir rapidement. On offre le meilleur. Peut-être que voilà, si l'humanité doit maturer, elle le fera et c'est l'opportunité. D'ailleurs, il y a des gens qui profitent de cette crise pour rentrer à l'intérieur de soi. Le philosophe Mène de Biran disait: la santé nous éloigne de chez nous, la maladie nous y ramène. Donc c'est vrai que quand on est malade, on a tendance à plus sortir ou moins sortir, voire on est dans son lit, et c'est un appel à l'introspection. Et quand un de nos grands penseurs, Pascal, il disait: le malheur de l'homme vient du fait qu'il ne sait pas rester méditer dans sa chambre. Donc voilà, on peut y voir une espèce de pause-arrêt, de parenthèse, et effectivement cette parenthèse peut être l'objet d'une maturation. C'est vrai que tout le monde, avant la crise, se plaignait de ne pas avoir de temps. Les choses allaient trop vite. Tout le monde voyait que l'économie, c'était comme un train à grande vitesse lancé sans frein. Et donc, à un moment donné, on allait rencontrer un obstacle. Tout le monde voyait qu'on ne pouvait pas continuer à exploiter la planète comme on le faisait. Tout le monde avait dénoncé cette délocalisation de l'économie qui faisait que le commerce de proximité avait du mal à exister, même si effectivement c'est monté en puissance. Donc, il y avait des raisons que la raison raisonnante avait mis en avant, quoi. Et c'est comme si, et c'est intéressant, on voit ça, c'est plutôt un volet ethnologique, mais il existe parfois ce qu'on appelle des maladies de civilisation. On ne sait pas pourquoi elles arrivent, mais elles sont là
pour concrétiser un mal-être sociétal. Je vais prendre un exemple. À la fin du 19e siècle sont arrivées ce qu'on appelle les grandes hystéries à la Charcot, qu'on appelle aussi les danses de Saint-Guy, qui touchaient des femmes, principalement, issues de la bourgeoisie ou de la noblesse. Et ça traduisait la condition de la femme. Souvent, les femmes étaient mariées avec des hommes qui pouvaient parfois avoir une fidélité légère. Elles n'avaient pas d'autonomie, donc il y avait une espèce de mal-être dans la condition féminine de la bourgeoisie et de la noblesse. Et donc, pour reprendre un petit peu la vision qu'avait Freud, l'hystérie, c'est une lutte contre l'angoisse avec réversion somatique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'angoisse qui occupe le cerveau n'a d'autre solution que de mettre dans le corps ce que le cerveau peut pas résoudre. Et donc, on a vu, par exemple, des gens qui pouvaient faire une conversion avec paralysie, parce que dans leur vie, il y avait quelque chose qui était inadmissible, que les personnes ne pouvaient pas solutionner. Donc, c'est comme si la paralysie prenait la décision avant la personne d'arrêter d'avancer, quoi. On arrête. Et donc, ces maladies qui disparaissent aussi rapidement parfois qu'elles sont apparues. Donc, on peut voir aussi ce coronavirus comme une sorte de pandémie de civilisation qui a forcé la société d'arrêter son train infernal, son consumérisme effréné. Et donc, effectivement, ça va dans le sens d'une maturation. La crise aussi a fait émerger énormément de solidarité. Et finalement, on demande une distance sociale et il est incroyable à la vitesse à laquelle les gens sont solidaires en fait sur les réseaux sociaux. Mais là, par exemple, nous sommes le 4 avril 2020. Entre ce soir et demain, selon le fuseau horaire, il y a la grande méditation mondiale. Énormément de personnes se mobilisent. Bon, peu importe quelle sorte de méditation, parce que là, il y a une petite polémique sur le sujet, mais toujours est-il que peu importe en fait le choix, l'idée, c'est que les humains ont envie de communier en fait par le cœur pour actualiser le meilleur futur potentiel de cette humanité. Le défi que les citoyens du monde entier ont, c'est à rester unis malgré le confinement. Et il y a besoin on revient à la base. L'être humain est un mammifère, c'est un être de groupe. Effectivement, on a besoin de communiquer, d'être ensemble. Et donc, si on peut pas le faire physiquement, on le fait par Internet, on le fait par le téléphone. Voilà, d'autant plus que la poste fonctionne K1K en France, donc c'est un retour à la communication directe. Donc, vous voyez, rien que ça, est-ce que le coronavirus n'est pas une sorte de pandémie de civilisation, comme de nombreuses maladies de civilisation? Est-ce que effectivement, c'est pas un stop-arrêt qui nous a été imposé pour qu'on puisse maturer? On peut y voir la tentative de Big Pharma de nous mettre devant des choix imposés. Tout est possible. Mais, si vous voulez, tout le monde a en partie raison. Mais ce qui serait bien, c'est de demander à nos doubles, puisque ici, on a une espèce d'aveuglement, c'est de prendre les rênes et d'aller nous sélectionner la meilleure des potentialités. C'est pour ça que la grande des révolutions, c'est peut-être la révolution temporelle. Henri Michaud disait, même les plus révolutionnaires n'osent violenter le temps. C'est peut-être le temps de violenter le temps. Et donc, c'est un arrêt du temps qui nous impose à réfléchir sur le temps. C'est magnifique. Et en plus, c'est un outil dont nous pourrions nous servir après tous les jours de l'année. Bon, là, il y a quand même une cause commune, mais une fois que nous intégrons cet outil ou cette connaissance, en fait, c'est quelque chose qui est oui. Utile, auquel il est utile de faire appel souvent. Oui, moi je n'appelle pas ni une technique ni une connaissance, c'est un principe vital. C'était connu autrefois. Si vous prenez les peuples traditionnels, ils connaissaient l'existence. Alors suivant les cultures, on peut appeler ça autrement, hein. On peut appeler ça un djinn, etc. On peut appeler ça un esprit. Mais en tous les cas, la plupart des civilisations traditionnelles connaissaient cette loi, qui est une loi qu'on retrouve dans beaucoup de spiritualités, le soufisme, etc. Je relisais il n'y a pas très longtemps des soufis du XIe, XIIe siècle qui définissent parfaitement cette loi du dédoublement.
Donc, c'est vrai que c'est assez paradoxal, mais en pleine crise apportée par une dérégulation de la modernité, c'est peut-être la culture traditionnelle qui va nous en sortir. Donc, c'est une sorte d'alliance entre le passé et le présent le plus moderne. Et finalement, c'est ça qui nous freine, c'est-à-dire qu'on a eu tendance à envisager une coupure avec le passé et on est en train de reconnecter avec le passé. Alors il y a voilà et puis bon chacun il trouvera mille et une raisons dans cette crise. Et alors pour cette méditation, donc là nous invitons chaque personne qui le souhaite bien évidemment à mettre en place cette méditation de façon quotidienne et à heure fixe aussi. Oui, on pourrait choisir un jour de la semaine. Ça après on pourra le faire choisir à nos auditeurs. Et le faire à heure fixe. Voilà, ça peut être un jour de la semaine, un mardi. Tous les jours ou juste une fois par semaine? Non, tous les jours. Je crois que c'est mieux tous les jours. Il y a deux solutions. C'est pour ça que je réfléchis en même temps. Soit on prend un jour dans la semaine ou on le fait tous les jours. Je pense qu'il faut le faire tous les jours, puisque comme c'est un principe vital, tous les jours, notre double peut nous aider à aller mieux. Donc, tous les jours, on peut faire ça. Allez. Oui, c'est bien. Alors, voilà. Alors, 11h30, heure de Paris. Voilà. Dans la description de la vidéo, nous vous mettrons des indications, en fait, pour regarder par rapport à votre propre fuseau horaire. Si vous êtes, par exemple, au Québec, ça ne va pas être 11h30 du matin. Et puis également des instructions pour que vous puissiez vous y retrouver, voilà, à tête reposée, savoir exactement comment vous allez faire, puisque c'est quelque chose de nouveau pour vous. Et puis, en avant la musique. Oui, on pourra après recueillir le témoignage des gens, on pourra leur donner d'autres informations, mais il faut bien à un moment donné commencer. Voilà. Bon, merci à vous. Merci de m'aider à mettre en place ce cluster qui, à mon avis, créera un phénomène de coopérativité. Pour le meilleur de chacun et pour le meilleur de tous. Comme nous le disions au début d'interview, que nous pouvons enfin faire advenir cette société dont nous rêvons tous, en fait. Oui, la nouvelle société que tout le monde a envisagée dans ses rêves et qui peut devenir réalité, quoi. Ça peut être un formidable changement, c'est une opportunité inouïe. Jamais dans l'histoire de l'humanité, le monde entier a été bloqué, quoi. Même dans les épidémies du Moyen-Âge, elles n'étaient pas mondiales. Là, on a l'impression que le monde entier est arrêté dans sa course folle. Et donc, ce qui nous est peut-être demandé, c'est de reconstruire différemment. Il y a tout à construire. Hein. Ce vieux monde était arrivé jusqu'à l'ultime de ses contradictions et de ses impasses. À nous de le relancer dans des directions novatrices. Et chacun y trouvera. Je suis persuadé que toute cette énergie qui est bloquée depuis des années va pouvoir s'exprimer dans tous les sens du terme. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour vos partages. Merci aussi à vous qui nous avez suivis. Donc, surtout, pensez bien à mettre un pouce sur la vidéo et à la partager au plus grand nombre, évidemment, afin de propager l'idée de cette rencontre avec nos doubles. Voilà, une propagation aussi rapide que le coronavirus. Bisous à tous. À bientôt. Allez, au revoir.